Dans ma série École de guerre, ou Grimoire d'un maître S stratégie, je vous avais déjà expliqué quel était le pourquoi et le comment de la guerre. Comment les guerres éclatent et comment on peut espérer les voir arriver pour s'en préserver au maximum. La guerre étant ce grand rouleau compresseur de l'histoire qui emporte tout sur son passage. Or, comme moi, si vous avez un poste de télévision et que vous l'allumez surtout sur BFM TV, vous pourrez constater qu'un des grands méchants actuellement s'appelle Vladimir Poutine. C'est le nouveau Dracula des Carpates. Et il est méchant, Vlad. Il est très méchant. D'ailleurs, il tire au fusil de sniper, pour vous dire. Bref, il paraîtrait, selon nos chers médias et nos hommes politiques, que Vladimir Poutine est la grande menace pour la paix mondiale, parce qu'il veut restaurer la souveraineté de la Russie et sa puissance militaire et économique, celle des bons temps du communisme et de l'URSS. N'oublions pas que Vladimir a été dans sa jeunesse un colonel du KGB. Ça marque les esprits. Et oui, puissance de l'URSS, puissance de l'armée rouge, comme je vous l'ai déjà expliqué, entre autres dans cette vidéo. Alors, est-ce que vraiment la Russie est une menace pour la paix mondiale? Je vais prendre un exemple, celui de l'Ukraine, et notamment de la Crimée. Davai! Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Balian Taillefer, forgeron et historien à ses heures, ou le contraire. En règle générale, depuis les débuts de l'humanité, la guerre implique des degrés civilisationnels, c'est-à-dire des éléments de population. On passe de la guerre tribale entre clans, que ce soit à la fin de la préhistoire ou pendant l'Antiquité, aux guerres entre plus grandes entités territoriales, telles que des comtés ou des duchés. On en arrive à des États-nations et enfin à des empires. Alors évidemment, on peut tout de suite penser à deux grandes guerres entre empires. Les guerres puniques entre l'Empire romain et l'Empire de Carthage. L'un était un empire terrien, Rome, l'autre une thalassocratie, Carthage. Ce qui nous fait un peu penser à la deuxième grande crise entre deux grands empires, l'URSS, un empire terrien, et les États-Unis d'Amérique, aussi une thalassocratie. Comme on le sait, les crises entre deux grands empires se terminent toujours assez mal. Soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux, et surtout pour tout ce qu'il y a à côté d'eux. Cette guerre froide a quand même duré entre 1945 et 1991. Comme nous l'avons vu avec la fin de l'Union soviétique, le 25 décembre 1991. Alors heureusement, cette époque est à présent révolue. Mais, nous disent nos médias, le diable, non pas communiste mais russe, est en train de ressurgir de sa boîte de Pandore. Et il est animé par un personnage du nom de Vladimir Poutine. Alors qu'est-ce qu'il a fait Vladimir? Qu'est-ce qu'il a fait de pas bien? Il a fait un truc extrêmement méchant. Il a séparé la Crimée, la petite péninsule qui se trouve au sud de l'Ukraine, et il a rattaché, j'allais dire à l'Union soviétique, mais non, à la Fédération de Russie. Alors ça, c'est pas bien du tout. Par contre, avec l'objectivité et la neutralité que vous me connaissez, je vous propose de voir ce qui s'est passé en Ukraine les siècles auparavant, et notamment ce qui s'est passé en Crimée. Peut-être que les événements du passé vont expliquer les événements du présent. Alors, un petit peu d'histoire russe. La Crimée, qui est d'abord habitée par des tribus tatares, plutôt musulmanes, qui sont rattachées à l'Empire ottoman, va être rattachée à la Russie par la grande Catherine II au XVIIIe siècle. La Crimée, avec son climat extrêmement doux, va devenir le lieu de villégiature et de résidence des grands nobles de la cour du tsar. Cour du tsar qui est, je vous le rappelle, non pas à Moscou, mais à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est appelé Pétrograd et surtout Leningrad. Saint-Pétersbourg, c'est tout au nord de la Russie. Ça jouxte la Finlande. Alors forcément, les nobles russes préfèrent passer leurs vacances en Crimée, où le climat
est extrêmement chaud. D'autre part, la Crimée devient un port militaire extrêmement important pour la flotte russe. C'est le QG de la flotte du Sud. La Russie n'a pas tellement de ports. Elle a bien Vladivostok sur le Pacifique et Mourmansk très près du cercle arctique au nord. Mais au sud, il n'y a que Sébastopol. On comprend donc l'intérêt stratégique de la Crimée et de ce port de guerre pour l'armée russe et la marine. En septembre 1854 a lieu la guerre de Crimée. Alors c'est quoi cette guerre? J'en reparlerai dans d'autres vidéos aussi. Cette guerre, elle est faite par les Anglais et les Français. Français de Napoléon III pendant le Second Empire, qui décident d'intervenir pour limiter l'expansion russe au niveau de la Crimée et de l'Ukraine, qui prend des parts de plus importantes sur un empire ottoman qui est déclinant. En effet, les puissances françaises et anglaises redoutent une Russie beaucoup trop puissante. Cette guerre est extrêmement novatrice, puisque pour la première fois de l'histoire, le transport ferroviaire va être largement utilisé. On y verra un Suisse nommé Henri Dunant, il crée la Croix-Rouge, et on y verra aussi pour la première fois l'utilisation de tranchées, de barbelés, de pré-bunkers, on va dire, et surtout l'utilisation de la mitrailleuse. Donc, juste avant la guerre de sécession, et bien avant la Première Guerre mondiale, c'est les prémices de la guerre industrielle. Il y a également l'utilisation pour la première fois du fusil à canon rayé. Jusqu'ici, les fusils sont à canon lisse, donc beaucoup moins précis et beaucoup moins meurtriers. Cette guerre sera extrêmement âpre, dont le fameux siège de Sébastopol. Le premier, parce qu'il y en aura un deuxième durant la Seconde Guerre mondiale. Je vais y venir. Cette guerre a été extrêmement coûteuse en vie humaine. Les Russes y ont perdu 300 000 hommes. Les Alliés, beaucoup moins. La ville de Sébastopol sera prise par les Anglo-Français après 360 jours de siège. Et à présent, nous voici pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme vous le savez, l'opération Barbarossa du 22 juin 1941 voit la Wehrmacht se lancer sur les terres de l'Union soviétique. Il y a trois axes majeurs à l'invasion. Un axe vers le nord, vers Leningrad, un axe au centre, vers Moscou, et un axe au sud, vers Stalingrad et la Crimée. En 1942, la Wehrmacht décide de faire le second siège de Sébastopol. Et là, les moyens techniques et militaires mis en place vont être démentiels, avec notamment les fameux mortiers Karl de 560 mm de diamètre, il faudra que je vérifie, et surtout le plus gros canon du monde, le canon Gustave, d'un diamètre de 860 mm, et qui a besoin de 2 lignes de voies ferrées parallèles pour circuler. Sébastopol va être écrasé sous les munitions des plus gros calibres jamais inventés par l'homme. Après 8 mois de siège, d'une détermination et d'un courage fantastique, l'armée rouge prise au piège à Sébastopol va devoir se rendre. 20 000 hommes y ont trouvé la mort, 20 000 Russes. Et 100 000 Russes vont trouver la captivité, avec les conditions extrêmement dures que les Allemands réservent à l'armée rouge. Alors effectivement, on peut dire que déjà les Russes ont payé un tribut extrêmement lourd pour la conservation de Sébastopol. Du point de vue historique, l'attachement de la Russie à la Crimée et à cette ville peuvent se comprendre. À la différence des pays de l'Europe de l'Ouest qui n'ont aucune mémoire de leur histoire récente ou passée, c'est pour ça que je suis là entre autres, les Russes et les pays de l'Est ont une mémoire extrêmement vivace de leur histoire. Et pour les Russes, la Crimée et Sébastopol sont des symboles extrêmement importants pour leur souveraineté, pour leur histoire, pour leur identité russe. En 1954, Nikita Khrouchtchev, qui a remplacé Oncle Joe, j'ai nommé Joseph Staline, le regretté maître de l'URSS mort en 1953, va offrir la Crimée à l'Ukraine. Jusque-là, la Crimée était donc russe. Elle a toujours été composée de plus de 90% de population russe et russophone. Nikita Khrouchtchev donne donc la Crimée. Mais ce don n'en est pas vraiment un, puisque l'Ukraine se trouve évidemment au sein de l'URSS. L'URSS qui est donc l'empire dirigé par le Parti communiste russe. Et à cette époque-là, il n'a jamais été question pour Nikita Khrouchtchev
ou pour les autres apparatchiks du Parti communiste, que l'URSS explose un jour et que l'Ukraine se retrouve donc autonome avec la Crimée qui a été donnée ou prêtée par les Russes. Alors ce cadeau fait à l'Ukraine constitue un don pour célébrer le tricentenaire de l'amitié et du rapprochement entre les Cosaques et l'Empire russe des Tsars. Il y a également une autre raison, c'est qu'en réalité, lorsque la Crimée a été prise par l'armée allemande, de nombreux Russes y sont morts. Et des Cosaques ont trahi la Russie et se sont ralliés au Troisième Reich. Alors évidemment, quand Staline a repris la péninsule, il a fait le ménage et il a envoyé tous les traîtres en déportation en Sibérie. Donc il faut repeupler la Crimée. Et donc inciter des Russes et des Ukrainiens à y habiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Soutenez-moi, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.